Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast. Je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, les outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, annotez et partagez autant que vous voudrez. Dans ce nouvel épisode de From Roots to Heaven, je rencontre Nathanaël Pittet, qui est fondateur et directeur d'Orava. Moi, j'ai fait connaissance avec lui quand il organisait des conférences, des événements qui s'appelaient Rendez-vous PME. C'était vraiment des super moments qui étaient au-delà d'une simple conférence ou d'un simple événement de réseautage. Il y avait vraiment de l'humain, il y avait des vraies valeurs et on pouvait vraiment construire un bon départ pour des relations business. Tant l'animation que les intervenants et le concept permettaient ça. Et je pense que ça, c'est vraiment grâce à Nathanaël et sa vision de l'entrepreneuriat. Ensuite, moi, j'ai passé tellement des bons moments que j'ai souhaité remercier Nathanaël et puis toute son équipe en leur donnant notamment une conférence. C'était vraiment super. On avait fait ça entre midi et 1h une fois dans ses locaux. Et puis, un soir, on s'est retrouvés par hasard dans un événement à déguster du vin ensemble. Et il y avait également mon associé Hervé Badon dans Swiss Wine Directory. On avait vraiment passé un super moment. Et puis, en pensant à ce podcast et aux personnes que je pourrais interviewer, surtout d'un point de vue authenticité, sincérité dans le business, j'ai tout de suite pensé à Nathanaël. Donc, Nathanaël, c'est un entrepreneur, c'est un patron, un dirigeant. Et puis, forcément, c'est un communicateur, tant à l'interne qu'à l'externe. Et pour moi, c'était important que vous puissiez entendre sa philosophie. Bonjour Nathanaël. Bonjour Valérie. Est-ce que tu veux te présenter ? Volontiers. Donc, Nathanaël Pittet, je suis né dans le Pied du Jura. Mon métier de base, de mon cœur, c'est agriculteur. Et puis après, j'ai un parcours très varié qui m'amène là où je suis maintenant. Je suis papa de 2 garçons. Et je vis actuellement au-dessus de Morges. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie, à part être fondateur d'Orava, du coup ? Alors, de quoi tu vis ? Quand on est entrepreneur, on ne fait pas aussi. grand-chose d'autre, si ce n'est la famille, et d'essayer de prendre soin de ses proches. Et puis, voilà, il y a le travail, il y a l'organisation du travail, et puis il y a un peu de loisirs pour se maintenir en forme. Donc, j'aime bien le sport aussi, la course à pied, le vélo. Ok. Tu arrives à organiser ça dans ta vie d'entrepreneur Sinon, et de papa ? Ça fait partie d'un équilibre. Pour moi, être bien dans mon corps, ça me permet d'être efficace dans mon travail. Autrement, ça ne va pas. Je comprends. Ça te permet d'être bien dans ta tête aussi, du coup. Exactement. Puis le matin, je fais beaucoup le matin entre le travail, ça me permet de réfléchir aussi aux problématiques qui me sont soumises et puis de trouver des solutions. Du coup, tu te lèves super tôt parce que j'ai vu que tu m'as envoyé quand même des mails à 5h et quelques. Je me lève entre 4h et 4h30. Okay. Je travaille un peu et puis ensuite je sors pour faire mon sport. Et puis ensuite, je pars en clientèle pour la journée. Ouais. Par contre, j'arrête assez tôt le travail. En général, après 18h, je travaille pas. Ouais, ça fait des belles journées quand même. Hein. Ouais, ok. Et du coup, alors ton parcours de vie professionnelle, comment tu es arrivé à fonder Orava ? Alors, comme je me suis beaucoup cherché en tant que jeune, j'avais envie de tout faire et puis en même temps, il n'y avait rien de concret. J'étais un peu de cette génération prise au piège au gymnase. Et puis, sorti du gymnase, je suis parti dans différentes choses. Il y a eu l'armée et puis j'ai testé autant le domaine de l'assurance, de l'enseignement, de la vente. Et puis, finalement, je suis arrivé dans le domaine financier. Ouais. J'ai eu une opportunité en fiduciaire. J'ai travaillé 1 année et demie en fiduciaire. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce qu'il y avait de bien et de moins bien. Et puis ensuite, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, donc assez rapidement. Ouais. En même temps que la première année, j'étais père au foyer et puis fondateur d'Orava. Mon Dieu. Waouh, sacré challenge pour la première année. J'espère que tes enfants, ils n'avaient pas 2 mois à ce moment-là, parce que ça fait beaucoup. Ils venaient de naître. Ah ouais, voilà. Alors, entrepreneur de A à Z.
Mais du coup, tu as fait des formations dans la finance aussi ou tu t'es autodidacte? Alors, j'ai fait une formation comme comptable, Ouais. mais autrement, j'étais très autodidacte en fonction des clients. Oui, autodidacte. Je pense la plupart des choses, je les ai apprises tout seul. Ouais. Et puis sinon, j'ai fait plus tard une formation, un brevet de gestion d'entreprise. Ok. Pour mon idée, c'était de mettre un petit peu en paquet tout ce que j'avais appris, puis de voir si j'étais complètement à l'ouest ou bien si j'avais gardé le nord. Et du coup, je crois que le nord était bien aligné. Puis ça m'a apporté de pouvoir découvrir aussi d'autres choses, de structurer un petit peu différemment certaines choses. Tu dirais que... Moi, je te dis ça comme ça parce que c'est ce que je sens là maintenant, mais tu dirais que tout ce que tu as construit en fait autour de ce que tu as appris par toi-même, c'est venu depuis tes tripes et puis depuis ton instinct, ou tu vois, tu as collectionné des bonnes pratiques que tu as acquis de gauche à droite. Tu vois, je sais pas comment... Parce que j'ai l'impression que tu as quand même un instinct une sensibilité, une écoute en fait de toi et du marché. Tu vois, je pense que tu vas quand même dans le bon sens. Tu utilises ton bon sens aussi. Oui, alors je crois que je suis quelqu'un qui est très attentif à mes héritages, donc j'aime apprendre des autres et de ceux qui ont vécu. Par contre, je suis conscient que les domaines que je traite évoluent très rapidement, qu'il faut se mettre continuellement à la page, un petit peu comme dans ton domaine. Et c'est un mélange un peu des deux, mais c'est clair que c'est rigolo. On en parlait avec un client la semaine passée. L'instinct chez l'entrepreneur, il est beaucoup là au début. Et puis cet instinct peut être douché, même souvent douché à d'une eau assez glaciale dans les circonstances, dans les échecs, de se rendre compte que on peut devenir aigri aussi par rapport à ça. Et cet instinct, il faut savoir le garder, puis en même temps le mettre de temps en temps sous silence pour laisser l'expérience aussi parler, que ce soit de ceux qui nous entourent comme de nos propres expériences. Donc c'est un mélange. Je pense que je suis toujours assez instinctif, mais que je laisse place à l'expérience. C'est ce qu'on attend de moi aussi au niveau des clients, qui eux, quand ils sont jeunes, quand ils créent une entreprise, ont cet instinct très présent. Et c'est des fois à moi de les doucher avant qu'ils soient douchés par les expériences. Et donc, du coup, ton job, c'est d'apporter quoi exactement à tes clients? Alors, personnellement, c'est de les accompagner dans leur gestion entrepreneuriale, tout ce qui est organisationnel, finance, conseil soit pour une situation de pompier où ils ont un conflit, mais c'est vraiment très large. Après, Orava en tant que tel, c'est plutôt pour des services liés à la gestion financière, à l'organisation financière ou des RH en entreprise. On va beaucoup sur site. Moi, j'ai un profil un tout petit peu différent qui s'écarte de mes collègues puisque cette expérience me permet d'apporter d'autres prestations à nos clients. Et maintenant, en fait, maintenant que tu as tes papiers qui sont venus conforter en fait ton instinct et ton expérience, est-ce que tu utilises encore cet instinct-là ou justement tu es dans une période où tu le mets un peu en veille ou selon les situations, tu vois, parce que l'instinct, tu peux pas faire grand-chose, ou ton intuition, je sais pas comment tu veux l'appeler, mais ce truc qui vient tout d'un coup puis tu dis non, attends, c'est pas juste, quoi. Il y a pas que les chiffres, quoi. Le problème de l'instinct, c'est que pour pouvoir le réaliser, il faut aligner les étoiles, certains diront. Et puis, il y a énormément d'étoiles à aligner. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes d'énergie aussi, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir tenir sur la durée et puis se battre continuellement. Et encore faut-il voir les armes qu'on a pour se battre dans certains environnements. Donc ces étoiles-là sont pas toujours faciles à aligner, à garder alignées. Et puis l'instinct, on essaie de le garder. Puis cet instinct, souvent, il est là au début pour la création. Puis après, il faut le garder pour la motivation, pour garder le cap. Mais j'essaye plus d'utiliser mon expérience à l'heure actuelle parce que mon instinct pourrait faire des bêtises à mes clients, alors que moi je suis là plutôt pour les encadrer puis pour les recadrer. Et à la base, je suis quelqu'un de créatif quand même si on n'aurait pas dit de moi ça de moi quand j'étais enfant. Mais voilà, c'est un doux mélange et il faut
en fonction des circonstances, il faut pouvoir changer un petit peu de casquette. Ouais. Et activer Mais ce que tu as besoin. je suis devenu plus prudent. Ouais, je comprends. C'est clair. Ouais. Je couperai le grand moment de silence. Quand tu as décidé de fonder Orava, c'était quoi ta vision en fait pour cette entreprise? Alors, la vision d'Orava, il y avait plusieurs points. Je sentais que les entreprises avaient besoin de se projeter dans l'avenir par rapport aux solutions qu'elles avaient il y a 10 ans sur le marché, c'est-à-dire des entreprises, des prestataires financiers orientés fiduciaires, c'est-à-dire qui pensent beaucoup au passé et très peu à l'avenir et au présent. Beaucoup m'ont dit après que c'était une vision pionnière et que maintenant il y a d'autres entreprises qui viennent avec cette vision-là. Mais c'était d'amener cette vision financière, mais dans laquelle on prend en compte le métier de l'entreprise. Ce n'est pas l'administration qui dirige l'entreprise, mais on part du métier des gens. Et puis après, c'était de le faire selon certaines valeurs, en amenant des prix justes dans ces services-là. Et puis une vision des choses qui soit plutôt orientée sur les humains et non pas sur la rentabilité à tout prix. Donc voilà, il y avait plusieurs idées qui m'ont conduit à me lancer, alors là très instinctivement parce que c'était un petit peu de la folie aussi, avec assez peu d'expérience. Mais c'est ça qui m'a motivé. Puis après, c'est vrai que personnellement, ça me nourrissait aussi puisque ça me permettait d'aller trouver différents métiers et puis de continuer de découvrir des choses parce que c'est un petit peu ce qui me plaît, c'est de pouvoir maîtriser les métiers des gens, de voir comment ils s'organisent et puis c'est passionnant de voir ce que les gens peuvent faire avec leur intelligence, leur créativité ou leurs mains. Et voilà, c'est passionnant. C'est hyper nourrissant pour toi, du coup. Oui, aussi. Ouais. Et tu dirais, là, maintenant, ça fait 10 ans. Est-ce que tu as pu, tu vois, avec le recul, est-ce que tu as pu... Moi, j'ai l'impression que oui, mais est-ce que tu as pu vraiment poser tout ça? Ou il y a eu des moments où c'était plus difficile que d'autres sur certaines des valeurs que tu voulais te donner ou ça a pu aller comme tu voulais, quoi? Alors, Orava, avant tout, est un laboratoire. Quand on fait des expériences et quand on recherche des solutions, on fait des erreurs. Et j'ai commis des erreurs. Et puis aussi, il y a eu des circonstances qu'on fait que voilà, tout ne va pas toujours comme on aimerait. Je ne me rappelle plus de la question. Est-ce que tes valeurs, tu peux est-ce que les valeurs d'Orava que tu avais pour ta vision de base, est-ce que tu as pu conserver tout ça en fait sur les 10 ans qui se sont écoulés, où il y a eu des moments où c'était plus difficile, où tu as dû complètement tu vois, aller sur une autre voie ou moi, je pense que le cap a bien été gardé. Après, la difficulté d'une entreprise, c'est... qui se fonde avec un fondateur, d'autant plus s'il est pionnier, c'est le fait que cette personne devient indispensable à l'entreprise. Et donc, il y a beaucoup de poids sur cette personne. Quand la personne va bien, l'entreprise va bien. Quand elle va un peu moins bien, l'entreprise va moins bien. Et c'est difficile quand on est dans quelque chose de pionnier, où on invente un peu des systèmes ou des manières de penser, de trouver des gens pour seconder cela. Donc, il faut les former. Puis ça prend beaucoup, beaucoup de temps de former du personnel. Et puis après, il y a les échecs qui vont avec, il y a les engagements qui ont été faits trop tôt ou pas, il y a des clients qui ne sont pas venus. Puis il y a aussi il y a des belles réussites, mais je crois que Orava a bien tenu le cap. Et puis, c'est ce qui fait aussi que maintenant, il y a une toute petite réorientation qui fait que je vais gentiment me retirer de l'opérationnel pour laisser la place à quelqu'un qui peut insuffler un nouveau souffle, aussi remplacer les choses ou les fonctions que je faisais un peu moins bien, les remplacer pour permettre à l'entreprise de passer une nouvelle étape. Ce qui peut-être est trop peu fait dans les entreprises
Alors, je suis loin de la retraite, hein, mais je vois que dans les entreprises, certaines personnes n'ont pas prévu ce qui allait se passer après. Moi, dès que j'ai créé l'entreprise, j'ai pensé à l'après. Alors, je me suis planté sur l'après parfois, mais c'est vraiment un souci pour moi parce qu'on n'est pas éternel non plus. Clair. Puis, il faut pouvoir maintenir et aussi impliquer d'autres personnes qui vont amener d'autres choses. Et puis moi-même, je sais que j'ai des qualités, puis je vais essayer de me focaliser sur ces qualités pour vraiment creuser à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas que le fait de transmettre ou de prévoir le coup dur ou si tu n'es pas là, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, voilà, ça fait 10 ans, 9 ans, l'étape suivante pour Rabat, c'est celle-ci. Et qu'est-ce qui était l'élément déclencheur en fait? On va peut-être parler après des événements rendez-vous PME qu'il y a eu par le passé, mais un des premiers événements, c'était sur l'entrepreneuriat et le sport extrême. Oui. Je ne sais pas si tu étais là, mais c'était avec Géraldine Fasnacht et puis Luc Germanier, qui est pour moi, c'est toujours un partenaire précieux, qui est pour moi un entrepreneur un peu fou, comme Géraldine au niveau de son sport. Et puis, le sportif de l'extrême ou le sportif d'élite, il pense tout de suite à sa retraite. Il pense tout de suite à l'après parce qu'il sait qu'il ne va pas être éternel. Et une carrière dure 10 ans peut-être, ou pour les sports d'équipe un petit peu plus. Mais il va penser à l'après parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, son corps va lâcher, qu'il va être trop vieux, qu'il ne va plus être compétitif. Puis un entrepreneur, en fait, ce qu'on oublie, c'est exactement la même chose. On ne peut pas travailler 80 heures par semaine, se lever à 3-4 heures du matin, penser tout le temps au travail pendant toute sa vie, sans prendre la cocaïne et toutes ces choses-là, en gardant une vie saine, en essayant de prendre soin de sa famille. Et donc, si on est un peu conscient de ces choses-là, on est obligé de préparer la suite assez rapidement. Et moi, c'était cette conscience-là simplement. Après, voilà, c'est pas parce qu'on y pense et parce qu'on veut le faire qu'on y arrive forcément. Ou tout de suite. Ou tout de suite, c'est ce que j'exprimais parce que suivant les spécificités d'une personne, si je prends un Lionel Messi, ça va être difficile de le remplacer à Barcelone. Il y aura une autre personne qui aura d'autres qualités, mais on ne retrouvera pas un Roger Federer pour remplacer Roger Federer. C'est pas possible. Non, parce que les personnes sont uniques, mais après, tu peux entourer le nouveau Messi, le remplaçant de Messi, tu peux entourer d'autres personnes qui ont les compétences pour faire une très bonne ligne d'attaque aussi. Et donc, ça veut dire que le FC Barcelone a créé un centre de formation où il forme tous ces jeunes. Et puis ça prend beaucoup de temps. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début. D'ailleurs, là, celui que j'appelle mon padawan arrive maintenant à la fin de sa formation. Il va aller voir sous d'autres cieux, mais ça fait 5 ans qu'il est dans l'entreprise et qu'il se forme petit à petit. Et puis, je suis très fier de ça. C'est une de mes plus grandes fiertés, c'est de pouvoir transmettre à des gens une manière de fonctionner, de faire, mais une manière d'être surtout, avec certaines valeurs. Mais ça prend du temps. Et ça, c'est très important. Du coup, ça me fait rebondir parce que tu parlais tout à l'heure des rendez-vous PME et puis tu viens de dire aussi que c'est hyper important pour toi de transmettre une manière d'être et certaines valeurs. Est-ce que c'est ce que tu avais envie de faire aussi au travers des rendez-vous PME? Alors, le premier objectif des rendez-vous PME, c'était de sortir Il y a 3 objectifs. Un qui est moins avouable. Mais le premier, c'était de sortir les entrepreneurs de leur solitude en leur proposant des thèmes différents de ce qui se fait ailleurs et puis une ambiance différente. Voilà. Quelque chose de gratuit, sans attente. Quand bien même il y avait un objectif aussi de notoriété derrière, parce qu'il fallait se faire connaître et c'est une idée que j'ai eue pour faire connaître Rabat auprès de personnes. Et puis le 3e objectif, c'était effectivement promouvoir certaines valeurs dans l'entreprise et puis de pouvoir mettre en relation des gens ou bien présenter des conférences de personnes qui ont essayé de faire les choses différemment que ce qui se fait en règle générale et qui ont réussi, qui ont eu un certain succès. Donc ça nous a permis de rencontrer des gens magnifiques qui ont aussi eu leurs difficultés mais qui tiennent un cap ou qui essayent de tenir un cap dans certaines valeurs qui me tiennent à cœur. Donc on a eu un thème sur justement les valeurs en entreprise. On a eu le sport extrême, pourquoi
L'entrepreneur et le sport extrême, c'est simplement la valeur du travail, le fait d'avoir une idée, d'aller jusqu'au bout. C'est important dans l'entreprise, puis dans la jeunesse, de pouvoir, pour le bien commun, pas seulement pour son sport personnel et son marathon, qui va faire plaisir à soi-même en tout premier, puis même exclusivement, mais pour le bien collectif, de pouvoir aller jusqu'au bout d'une idée. Donc voilà, certaines valeurs qu'on essaye de mettre en avant. C'est important pour toi, le bien collectif? Alors oui, parce que l'entreprise, pour moi, c'est la réunion de personnes. Une entreprise n'a pas de raison d'être, si ce n'est pour donner du travail aux gens, puis de faire en sorte qu'ils puissent avoir du plaisir. Alors, ils seront plus rentables. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, les services seront meilleurs. Elle sera plus facile aussi à partager, à promouvoir l'entreprise. Mais voilà, ce n'est pas forcément ces valeurs qui sont mises en avant dans les entreprises à l'heure actuelle, quand bien même certains essayent de le faire. Est-ce qu'on ose faire une mini parenthèse sur la bienveillance en entreprise? Bien sûr. Tu pourrais nous donner ton avis sur ton expérience avec la bienveillance en entreprise? Bien sûr. Alors la bienveillance, elle est dans les affaires de manière générale, dans les relations d'affaires avec d'autres entrepreneurs ou des vendeurs de prestations, puis elle est aussi avec nos collaborateurs. Et je suis quelqu'un à la base qui suis très respectueux des gens et qui compte sur le fait que les gens puissent être... Des fois, on a envie, en tant qu'entrepreneur, plutôt que de prendre la décision à la place des gens, que les gens viennent vers nous puis nous disent « Non, mais je crois que là, ça ne va pas la faire, etc. » Mais non, l'entrepreneur doit prendre les décisions. Cela dit, quand il ne les prend pas parce que soit il a peur, soit il se dit « Non, mais ça va aller. Non, mais cette personne a besoin d'aide, et donc il fait preuve d'extrêmement de bienveillance. Donc c'est pas une petite bienveillance, parce que la bienveillance est très importante, mais quand il fait preuve de trop de bienveillance, il peut surgir de l'autre côté un manque de vérité. Et la vérité en entreprise est très importante, si ce n'est plus importante que la bienveillance, parce que le fait de dire la vérité, de dire les choses aux gens, ça permet de mettre les choses en lumière, d'avoir des discussions franches. Et c'est important. Donc, l'équation que je réfléchis depuis quelque temps, c'est qu'un manque de bienveillance nuit à la vérité et donc peut créer autant de dysfonctionnement que pas de bienveillance du tout. Ouais, c'est ça que je voulais que tu dises, parce que comme on en avait discuté tout à l'heure, je voulais que tu arrives jusque-là, parce que je trouvais que c'était une belle équation. Ouais, moi, est-ce que tu as ça aussi, là, du coup, je fais une mini parenthèse de nouveau sur l'importance, en fait, du collaborateur qui est bien à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que toi, tu as besoin que tes collaborateurs soient bien, mais tu vois, avec Hervé dans notre entreprise, on a un des membres de l'équipe qui ne s'est pas fait super bien traiter chez un client. Et pour nous, ça, c'est le respect, c'est une valeur qui est vraiment très forte chez Hervé et moi, et on lui a dit... Nous, on ne va jamais te taper sur les doigts si tu te lèves de chez le client parce que tu ne te fais pas respecter puis que tu dis, écoutez, au revoir, tu restes poli, quoi. Tu dis, au revoir, monsieur, nous, on s'en va, et voilà. Est-ce que toi, tu as besoin que ton équipe soit comme ça, qu'ils arrivent à se respecter tout en étant, tu vois, correct, et voilà. Ou est-ce que tu pousserais à quand même conserver le client ou la relation, ou tu mettrais quelqu'un d'autre à la place? À quel point, tu vois, tu vas jusqu'à que ton collaborateur soit bien, quoi? Alors, il est clair que certaines valeurs, si on prend par exemple le respect, vont à l'encontre du monde du business. J'ai une personne assez chère qui m'a dit que business is business et puis l'amitié, c'est l'amitié. Donc si je fais du business avec toi, on fera du business, mais l'amitié, elle est à côté. Et moi, ça, j'y crois pas. Parce que je n'ai pas envie de vivre des relations de business qui soient business. Alors, s'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amitié, ce n'est pas un problème. Mais moi, avec un ami, je vais le traiter dans le business comme étant mon ami. Et pour moi, c'est du respect. Et en fait, quand on dit business is business, on se permet d'être irrespectueux envers la personne. Et avec cette personne en particulier, j'ai fini par lui offrir un pot de vaseline
Parce que ça a été la fin de notre relation dans une histoire parce qu'il a traité le business comme étant le business. Et pour moi, le business n'a pas de valeur si l'humain n'est pas là. Donc finalement, dans le cas que tu citais avec Hervé, j'ai mis fin à des relations avec des clients parce que mes collaborateurs ont été maltraités. Ou en tout cas, j'ai dit la vérité aux clients en disant ça va pas. Et ça met quasiment automatiquement fin à la relation de travail. Donc oui, c'est important. Après, il faut accepter que les conséquences peuvent être difficiles au niveau financier. Puis finalement, c'est quand même nous qui payons ce collaborateur et donc qui subissons les conséquences du non-respect du client. Et ça, c'est très difficile à vivre parce que derrière, il peut aussi s'en suivre des licenciements si le client est important. Ça m'est arrivé. Donc, de mettre fin même à des clients assez importants parce que je ne me reconnaissais plus dans l'actionnaire, dans ce qui était mis en avant dans l'entreprise, dans l'évolution de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui a été fréquent, vraiment. Mais ça me permet de me regarder dans la glace, de regarder mes collaborateurs aussi et de maintenir ce cap dont on parlait avant. Je pense que c'est super important de toujours pouvoir se regarder. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je ne pourrais pas faire autrement. Mais il y en a beaucoup qui font autrement. Hein. Après, c'est une question de mot d'ordre, de pouvoir tenir le cap aussi. Et ça demande énormément d'énergie. C'est sûr, c'est clair. Si je reviens un petit peu, il y avait les objectifs un peu inavouables des rendez-vous PME. Donc moi, j'imagine, tu n'es pas obligé de le dire, mais j'imagine qu'il y avait quand même un côté, on le fait aussi pour se faire connaître, pour montrer quelles sont nos valeurs, donc peut-être pour obtenir des clients. Donc c'est une manière de communiquer. Alors après, très dans le relationnel, et puis je pense que, moi, c'est les meilleurs événements auxquels j'ai participé. Hein. Je te dis pas parce qu'on est l'un en face de l'autre, c'était vraiment sensationnel. J'ai vu Sophie il y a pas très longtemps avec qui tu collaborais pour les événements et je lui ai dit c'était juste incroyable. Quoi. Moi, j'ai vécu des choses de folie dans vos événements. J'ai rencontré de très belles personnes. Donc maintenant, comment Rava communique? Parce que vous avez arrêté pour différentes raisons. C'est pas l'objet de ma question, mais comment vous faites pour trouver des clients du coup? Ou vous faire connaître, tu vois, même au-delà de prendre sa petite valise puis d'aller taper aux portes, tu vois. Alors, c'est un bouche à oreille quand même. C'est clair que les rendez-vous PME avaient un objectif, comme j'ai dit, de notoriété, pas forcément de démarchage. Donc, c'était vraiment de la notoriété. Parce qu'on ne peut pas vouloir promouvoir Orava. J'ai toujours d'ailleurs refusé qu'on fasse de la pub pour Orava pendant les rendez-vous PME parce qu'il y avait ces valeurs de gratuité. Donc là aussi, il y a des choses qui sont incompatibles ou qui l'étaient pour moi. Donc il y avait la notoriété. Alors, une phase de transition comme Orava la vie actuellement, que j'ai expliqué un tout petit peu par rapport à un transfert de responsabilité ou de nouveaux actionnaires qui peuvent arriver, prend du temps, provoque des restructurations, puis demande aussi, après 10 ans, de redéfinir une stratégie. Donc, pour l'instant, la promotion d'Orava se fait essentiellement au niveau du bouche à oreille, même uniquement, parce que j'ai moi-même aussi arrêté tout ce qui est RP, tu sors moins, apéro, je sors quasiment plus. Il y a besoin de repos. Et puis, il y a une nouvelle stratégie qui va voir le jour et c'est pas exclu qu'on reprenne les rendez-vous PME. C'est un petit scoop, mais je pense qu'ils reverront le jour et puis on verra comment, sous quelle forme. Certainement, même très certainement, ce sera de nouveau avec Sophie et puis on verra ça. Mais pour l'instant, la communication est beaucoup en stand-by et puis on va recommencer quelque chose. On est en recherche aussi de solutions comme toute entreprise au niveau marketing, communication, comment promouvoir les choses et puis être aussi plus fort dans ce réseau un petit peu aussi guidé par certaines valeurs et puis où on met un petit peu l'humain et puis les besoins de l'humain en avant. En avant, au centre. Et, ce qu'on dit, tu vois, en marketing, moi j'étais biberonné au marketing des années 90, on dit le client au centre, mais en fait, je sais pas quand ça a eu lieu, mais on l'a perdu le client à un moment donné. Mais du coup, on a aussi perdu le client interne qui est le collaborateur, puis qui fait que sans le collaborateur, il n'y a pas d'entreprise, quoi. Alors moi, je dirais que sans le collaborateur, il n'y a pas de client au centre.
le premier client de l'entreprise, c'est le collaborateur. Ouais, complètement. C'est ce qui est très difficile à maintenir. Surtout, il y a eu tellement d'abus dans la relation avec les collaborateurs que maintenant, on est entre chien et chat, entre le collaborateur et l'entreprise de manière générale. Les médecins jouant le jeu de ceux qui donnent des arrêts maladie à tout va. Mais tout ça crée un climat qui est vraiment mauvais pour l'entreprise de manière générale. Hein. Et puis, ce n'est pas toujours la faute des collaborateurs, parce que l'entreprise fait du très mauvais travail aussi. Mais du coup, ce service au client, effectivement, il tend à disparaître. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour ceux qui le maintiennent, parce que si on prend le domaine... de la viticulture, on voit très bien que certains ont réussi à mettre leurs produits en avant parce qu'ils proposent quelque chose qui est plus en adéquation avec ce que la clientèle attend, une proximité, de l'accueil, de la chaleur. Quand bien même les gens boivent moins, il y a des vignerons qui fonctionnent très bien parce qu'ils ont réussi à promouvoir en remettant le client au centre avec un produit qui serve le client et non pas juste de faire comme on a toujours fait, parce que ça fonctionne plus de faire comme on a toujours fait. Moi, je vois beaucoup, tu vois, j'ai vraiment toujours ça comme problématique en fait. C'est, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va dire, quand c'est qu'on peut diffuser, on reparle tout de la stratégie et puis je dis, mais votre client, c'est qui? Il veut quoi? Il a besoin de quoi comme information? Et puis là, tu vois qu'il y a un certain gap, quoi. On s'arrête au socio-démographique du client et on n'est pas allé chercher plus loin. Puis on l'a perdu quelque part en route. Et on ne demande même pas aux collaborateurs qui sont, après, dans certaines situations, oui, mais ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. On ne demande pas aux collaborateurs qui sont au front, qui ont contact toute la journée avec les clients, pas forcément des vendeurs, hein, mais vraiment n'importe quel collaborateur qui est en contact avec un client, ne remonte pas l'information de qui est le client, quoi. Il y a quoi comme émotion, il y a quoi comme besoin, il a quoi dans le ventre, est-ce qu'il a une famille, on manque plein de choses en fait sur le client, quoi, qui pourrait sans chercher à faire du big data et puis à collectionner pour le manipuler, quoi. Ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, moi je voulais encore juste revenir sur une petite étape. Tu me diras peut-être c'est trop perso. Je crois que tu as vécu un peu une grosse remise en question dans ta vision de ton personnel par rapport à l'entreprise, qu'il y a eu des gros changements pour toi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas? Et comment ça se passe en fait, tu vois, ces réflexions en fait? Oui, alors il y a une étape importante dans le sens que ça devient très difficile pour une personne normale comme moi de conduire une entreprise sur le long terme. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut trouver un bras gauche, un bras droite. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on est seul, on doit absolument tout faire dans une entreprise. Donc, au début, on fait des choses qui sont pas naturelles pour nous. Ouais. On essaie d'apprendre, on le fait. On le fait pas forcément mal, mais c'est des éléments qui nous pompent énormément d'énergie. Et donc, au bout d'un moment, on sent que le mur va venir et donc il faut passer une nouvelle étape. Ouais. Alors, cette étape, comme je disais, par rapport au sport extrême, puis je peux reprendre l'image de Federer. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte que vieillissant, il a dû changer de taille de raquette. Ouais. Donc, c'était tout un apprentissage, une pause. Puis après, il a pris soin de son corps et puis il revient. Puis on dit qu'il est plus fort. Mais pour un entrepreneur, c'est un petit peu la même chose. Et c'est pas... Les sportifs, on les voit toujours dans leurs bons jours. Mais ils ont des mauvais jours. Ouais. Stan, on sait qu'il a vécu des moments très difficiles pour revenir. Et puis, pour un entrepreneur comme moi, se remettre en question sur certaines choses fondamentales, l'incertitude aussi du lendemain, ouais. Les places de travail qui dépendent aussi de son énergie, de sortir, de trouver des clients, ouais. Ou de renoncer à certains. Vous étiez combien chez Orava quand tu étais dans une vingtaine. Ouais. Et puis à un moment donné, il faut dire stop à certaines choses pour pouvoir réfléchir, se reposer. Et c'est ce qui est arrivé. Alors il y a une nouvelle étape qui arrive maintenant, mais avec de nouveau de l'énergie à mettre. Et donc
je suis confiant sur cette nouvelle étape. Et puis je me réjouis de la vivre. Et la transition, elle t'a pris combien de temps, tu vois, entre le moment où tu as vu le mur arriver et maintenant cette mise en place où tu sais, où tu as une vision, en fait, une nouvelle vision stratégique? Alors, je pars du principe que du moment qu'il y a une situation d'urgence dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il faut 2 ans pour que la chose puisse se solutionner, puis qu'après on puisse mettre en place la solution. C'est ce que je dis aussi à mes clients quand il y a une crise de confiance avec une personne, où il faut 2 ans pour que ça roule. Donc là, je pense que ça fera 2 ans. Oui, il me semble que... Ouais. Mais, et toi, tu as pu appliquer, parce que tu as la tête dans le guidon quand tu es comme ça, donc est-ce que tu as pu appliquer les conseils que tu donnes à tes clients sur toi-même ou tu t'es mis au vert pendant 6 mois T'as pris des coachs, enfin tu t'es entouré de je sais pas, d'agences différentes, enfin tu vois, où t'as beaucoup discuté en interne puis ça a suffi. Ouais, j'ai beaucoup discuté en interne. Après, la communication en interne quand il y a une situation de crise n'est vraiment pas évidente. Ça c'est une théorie, la communication de crise, mais c'est vraiment très difficile. Et puis après, c'est en interne avec mon ami, avec le noyau très court, très proche qui nous voit aussi vivre. Et puis c'est eux qu'il faut écouter avant tout, parce que les coachs ne nous voient pas vivre et voire même auront tendance à pousser plus loin en disant non, mais tu peux. Et il faut surtout pas les écouter. Il faut s'écouter soi-même et surtout ceux qui nous connaissent bien, en tout premier lieu. Top. Waouh, je crois que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Ouais, mais c'est juste que c'est difficile, je trouve, cet état d'esprit de l'entrepreneur, de pouvoir tenir la distance des années. Et puis quand tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup te nourrir, je pense qu'à un moment donné, tu as aussi besoin d'emmener ton entreprise ailleurs, qu'elle puisse voir plus grand. Et puis toi, de continuer à te nourrir, donc de passer aussi à une étape supérieure, quoi. Tout en maintenant tout ce que tu as construit ces dernières années, voire en réalignant un poil, mais sans tout faire péter, quoi. La difficulté, c'est que souvent la pression, elle reste parce qu'on peut pas. Quand on est seul ou seul, quand on est un entrepreneur seul ou dans une plus grosse entreprise, on peut se permettre encore certains choix. Quand on est une petite entreprise et qu'on devient indispensable à la vie de l'entreprise et qu'on sait que si nous on pète, tout pète, y a des choix cornéliens qui font qu'il n'y a pas de bon choix. Donc il y a un choix ou un autre, une piste, mais il y aura de toute façon du dégât. Et j'ai vécu ça aussi. Et donc certaines expériences, c'est bien aussi de ne pas les faire. Donc les coachs sont quand même importants. Mais je préconise des coachs qui ont eu l'expérience, qui l'ont vécu. Parce que la théorie, parfois, elle est importante, mais le vécu, une personne qui a vécu sera plus à l'écoute de la personne, de savoir vraiment comment elle le vit, et non pas faire des théories par rapport à ce que lui a vécu. Ça reste des exemples et chaque entrepreneur, chaque personne est différente. Et je pense que quand on a vécu, on est plus à l'écoute de ce que vit l'autre pour répondre ou pour lui parler, pour qu'il puisse comprendre lui. Parce qu'on sait très bien que nous, quand on est dans notre défi, on voit pas forcément ce que les autres veulent nous dire. Donc c'est important que d'autres l'aient vécu pour pouvoir le comprendre. Et toi, tu dirais que ça, pour toi, c'était un échec en tant qu'entrepreneur ou non, t'en as grandi? Bon, je sais pas si moi je crois qu'on grandit des échecs, mais après sur le moment c'est quand même pas forcément facile à vivre. Il y a eu un rendez-vous PME sur l'échec. Non, les échecs font grandir, ça c'est clair. Mais sur le moment c'est pas, sur le moment c'est vraiment pas agréable. Sur le moment il y a aussi il y a des conséquences, des fois à long terme, des fois à très long terme pour certains entrepreneurs, très difficile. Mais finalement on peut pas être entrepreneur et vouloir s'éviter toutes ces mauvaises expériences, ces échecs qui n'en sont pas forcément, mais en tout cas ces erreurs.
on ne peut pas faire l'économie de cela. Ou alors, il ne faut pas être entrepreneur. Ouais, bon, moi, voilà, ok. Tu as répondu à ma question, parfait. Et si maintenant, tu avais un conseil, en fait, à te donner à toi, tu vois, il y a 10 ans en arrière, à tes débuts de jeune entrepreneur et papa, tout en même temps, qu'est-ce que tu te dirais? Alors bien sûr, tu m'as donné certaines questions en avance, donc j'ai pu y réfléchir, mais c'est une question que j'invite les auditeurs à y répondre pour eux-mêmes. C'est une question qui est très, très intéressante, très intelligente aussi, parce que ça nous renvoie, et en tout cas moi, ça me renvoie à ce que je dis à mes clients maintenant. Ouais. Et en fait, je me suis dit, il y a deux choses. La première, c'est répondre que je ne changerai rien. Ok. Parce que les expériences, justement, font grandir et que sans ces expériences-là, on fera d'autres erreurs. Donc, de toute façon, on ne peut pas s'éviter ces pièges-là. Puis la deuxième chose, s'il y avait... Alors, ce serait pas pour éviter... Oui, ce serait pour éviter des erreurs, mais c'est un petit coup de pouce que je me donnerais, c'est de dire que chaque chose a une valeur. Ouais. Et que cette valeur, elle est importante. Tout n'est pas financièrement transposable, mais que chaque chose a une valeur, et notamment financière, et que... voilà. Je crois que je ne sais pas si je me serais compris à l'époque, mais là, je me comprends. Ouais, moi, je comprends aussi ce que tu veux dire, quoi. Mais bon, voilà, libre à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre. Et je pense effectivement que c'est pas mal de, comme tu dis, de pouvoir se reposer la question à un moment donné. Et puis, ouais, moi, comme toi, je dirais, je ne changerais rien parce que j'ai beaucoup appris. Puis en même temps, j'aurais quand même envie de pouvoir prendre 2-3 raccourcis, tu vois, des fois. Parce que, enfin... Voilà, les erreurs ou les moments difficiles qu'on a vécus, ils font grandir, mais quand tu es dedans, c'est pas cool, quoi. Mais, voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ta franchise. Dernière question, c'est un peu genre une question à la Miss France. D'ailleurs, je ne sais même plus si c'est une question que je t'avais mis dans la liste des questions, mais des fois j'évite de la poser, mais là maintenant elle me vient, alors je vais profiter. Si tu avais si tu avais un moyen, tu vois, d'améliorer le monde, je ne vais pas dire de le changer, mais qu'est-ce que tu aurais envie de changer ou de faire, ou qu'est-ce que tu aurais l'impression que tu peux faire pour améliorer le monde dans lequel on vit, tu vois, pour laisser un monde meilleur derrière toi? Alors, ça va être peut-être tout aussi énigmatique qu'avant, mais je rendrai la liberté aux gens. On n'est pas libre, tu crois? On est de moins en moins libre. On est prisonnier de quoi? On est prisonnier Derrière, c'est toujours le financier qui dicte, mais on est en train d'enfermer l'homme, l'humain, dans des boîtes. Ouais. Et on est en train de couper toute liberté, qu'elle soit financière, qu'elle soit de grands espaces. Puis c'est l'homme qui crée ça pour l'homme. Donc de toute façon, c'est une espèce de logique. Mais on est en train de couper les libertés à tout le monde. Donc si j'avais un rêve, c'est que l'homme puisse redevenir libre. Mais j'ai crainte que ça puisse pas être possible. Ouais, je sais pas. Des fois, j'espère qu'il y a un petit courant parallèle qui est en train de se soulever pour, tu vois, remettre des espaces d'autonomie, quoi, ou de libre arbitre. C'est beau. On en débat ou pas? Non, on n'en débat pas. Et Nathanaël, en tout cas, merci. Peut-être dans un autre podcast, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis, si on veut te suivre, alors il y a le site d'Orava, donc orava.ch, c'est juste? Et il y a le site d'Orava. Et c'est tout. Et puis, on peut te suivre sur LinkedIn, on peut te demander en contact. Sur LinkedIn, oui, bien sûr. Avec plaisir, oui. Vous me dites juste que vous m'avez entendu et puis d'avoir de pas accepter tout le monde. D'avoir un joli réseau de qualité. Ouais, c'est ça. Okay. J'essaie de pas de trier, mais en tout cas, les gens soit qui me connaissent, soit que j'ai eu en entretien ou peu importe, quoi. Ouais, top. Merci beaucoup. Je suis sur LinkedIn. Ouais. Ok, alors sur LinkedIn Nathanaël ou bien orava.ch et puis à bientôt tout le monde, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes, 5 ça serait génial, et puis partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch/newsletter.
Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.